Je veux dire bonjour à tout le monde. Je suis vraiment contente d'être là parce qu'en tant que nouvelle membre du club, je ne m'attendais pas à aussi vite me retrouver sur la sellette un peu et à parler de ça. C'est sûr que pour moi, cette expédition-là, ça a changé ma vie, puis c'est un sujet que j'aime beaucoup, beaucoup parler, mais je ne passe pas mon temps à en parler parce que je n'aime pas ça flasher que j'ai traversé le Canada en canot, mais c'est sûr que c'est un sujet que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup parler parce que c'est ça, ça a vraiment changé ma vie. Donc, je veux vous faire un topo rapido presto pour ceux qui ont écouté le petit vidéo d'introduction ou non. Comment je me suis retrouvée à traverser le Canada comme ça parce que ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. J'ai habité en Alberta, à Edmonton, de 2010 à 2015 pour les études du papa à mes enfants à cette époque-là. Et puis, on était à 1 an et demi de la fin de son doctorat. Et puis, on s'était dit, hey, on pourrait profiter là, après ça pour faire un voyage. Puis, on faisait beaucoup d'escalade à cette époque-là. Et on s'était dit, on pourrait aller en road trip, tu sais, puis aller descendre aux États-Unis, puis peut-être même au Mexique pour faire de l'escalade. Parce qu'on était bien contents de notre plan. Et en parallèle, dans ces mois-là, moi, j'avais décidé de lire un livre, le livre de Mylène Paquette. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais c'est une femme qui a décidé de traverser l'océan Atlantique à la rame. Femme qui avait zéro expérience là-dedans, femme qui avait peur de l'eau. Bref, j'ai lu son livre, puis j'ai été complètement flabbergastée. J'ai trouvé ça incroyable. Puis pendant que je lisais son livre, ou juste à la fin que j'ai fini de lire son livre, nous, en Alberta, à Edmonton, on a eu des problèmes avec notre voiture. Puis ça a coûté plusieurs milliers de dollars. Fait que là, ça mettait un peu en péril l'idée de road trip, même si c'était pour dans quand même longtemps. Et sorti de nulle part, j'ai lancé à la blague à Benoît, qui est mon ex-conjoint. Je lui ai dit, hey, j'ai dit, pourquoi on ne retournerait pas en canot? C'était vraiment une blague. J'ai lancé ça comme ça, tu sais, sauf que on était des canoteurs, moi et Benoît, mais en Alberta, le canot, on avait mis ça sur pause un peu. On en avait très peu fait. Puis Benoît, pour le fun, il a fait comme, OK, il a googlé traverser le Canada en canot et il y a plein de choses qui ont popé. Et on s'est vite rendu compte que c'était faisable et on s'est vite rendu compte que ça s'était fait plus qu'une fois. En fait, c'est une expédition, je pense, qui se fait là, pas loin d'une fois par année par diverses personnes. Fait qu'on s'est comme dit, on pourrait, de fil en aiguille, en faisant des recherches, on a comme décidé qu'on allait faire ça, mais c'était tellement dans longtemps que c'est pas devenu officiel tout de suite. Mais de fil en aiguille, 1 an et demi à l'avance, on s'est lancé là-dedans. On s'est rendu compte que c'est ça qui allait nous ramener au Québec. Et on a décidé d'appeler notre expédition Paddling Home 2015 parce que ça s'est fait de mai 2015 jusqu'à septembre 2015. La raison pour laquelle c'était en anglais, la vidéo que vous avez vue et le titre de l'expédition, c'est parce qu'on était en Alberta et veut pas, le gros de la promotion de l'expédition s'est fait en Alberta, puis un peu peut-être la Saskatchewan et le Manitoba. Donc, veut pas, c'était beaucoup plus en anglais qu'en français. Mais on a quand même fait des trucs en français. Fait que c'est pour ça qu'on l'a mis en anglais, okay, tout simplement. Puis, de fil en aiguille, le 2 mai 2015, on est parti sur la rivière Saskatchewan. Je vais vous partager ma prochaine slide et voilà. En fait, là, au total, cette expédition-là s'est étirée sur environ 4200 km. Ça a précisément pris 147 jours, 75 portages, 60 lacs, 13 rivières, et 3 personnes. Moi, j'aime bien dire 2,5 parce qu'à ce moment-là, Mali comptait plus pour un 1,5. Désolé, mon grand, mais tu avais quand même juste 5 ans à ce moment-là. L'expédition, nous, au début, on l'avait prévue pour être 4 mois. Ça a fini par être 5 mois. Ça n'a pas été un problème du tout, mais c'est ça. D'un fois, il faut s'ajuster. Je veux vous présenter les gens qui ont fait cette expédition-là parce que, veux pas, je pense que c'est le secret en arrière de qu'est-ce qui fait qu'on a passé à travers ça.
Benoît, c'était mon conjoint à l'époque, c'est le papa de mes enfants, c'est un homme qui a grandi en faisant du plein air, qui a fait du canot depuis sa tendre jeunesse. Je veux dire, d'aussi loin qu'il peut se rappeler, Benoît a toujours fait du canot. Fait que pour lui, c'était juste naturel de s'embarquer dans une expédition comme celle-là. Benoît, aujourd'hui, c'est un pagayeur, un très bon pagayeur, surtout un kayakiste d'eau vive. C'est ça, je pense qu'il drive beaucoup, c'est ça sa passion. Le canot, ça reste encore quelque chose qu'il aime, surtout le canot d'expédition. Mais sur cette photo-là, vous pouvez le voir, Benoît a descendu la rivière Colorado en kayak d'eau vive. Ben, moi, j'ai toujours été une fille de plein air aussi. Le plein air, c'était surtout l'escalade à l'époque avant d'avoir des enfants. C'était un petit peu plus facile pour moi. J'ai fait beaucoup de voyages. Sur cette photo-là, je suis à Red Rock, au Nevada, en train de faire de l'escalade. Fait que moi, être dehors, c'était ma passion, c'était mon happy place. Mais en rencontrant Benoît, Benoît m'a initié de A à Z dans le canot, puis je suis carrément tombée en amour avec le canot. Mais je suis dehors été comme hiver. J'ai aussi découvert l'escalade de glace. J'ai beaucoup aimé. Tout ça pour dire que être dehors, c'est juste un endroit où je suis bien, où est-ce que j'aime être. C'est là où j'ai l'impression que je m'épanouis le plus. C'est là où j'ai l'impression que je suis à mon meilleur, si on peut dire. Puis, ben, le dernier membre, c'est Mali Bertium. Sur cette photo-là, Mali a environ 8 mois. On venait d'arriver en Alberta et pour la première été en Alberta, on a vécu à Kananaskis, qui est environ à 20 km dans les montagnes rocheuses, à 20 km de Canmore. Et Mali, ben, il vivait avec des chevreuils autour de lui comme ça, puis no big deal. Un chevreuil ou autre chose, Mali ne voyait pas la différence entre sa mère ou un chevreuil. Donc, cet enfant-là aussi, dès le plus jeune âge, nous a suivis partout dans toutes nos aventures. Donc, c'était très naturel pour Mali de nous suivre aussi. Étant en Alberta, on faisait de l'escalade. On est au pays des montagnes puis de la roche. Donc, Mali nous a suivis vraiment partout dans toutes nos aventures. Pour son papa, c'était bien important que Mali nous suive partout. Son papa avait une patience extraordinaire pour adapter la vitesse de nos voyages pour que Mali puisse nous suivre partout. Je veux dire, à l'âge de 3 ans, Mali est allé au Mont Robson avec papa et a marché 60 km en dedans de 3 à 4 jours environ. Merci à tous les petits ruisseaux où on arrête pour lancer des roches et merci aux bonbons et au chocolat. Ça, c'est un truc. Puis dans le bateau, Mali a fait ça comme un champion. Vraiment, là, le petit monsieur de 5 ans, là, c'est une croisière qu'il a faite, lui, à travers le Canada. Je pense que cette photo-là démontre bien l'aisance que Mali avait en canot. Donc, voici l'itinéraire. Voici le très, très long itinéraire. Voici le très ambitieux itinéraire qu'on avait. Donc, on allait partir de Edmonton sur la rivière North Saskatchewan. On allait traverser la Saskatchewan, traverser le Manitoba, traverser une partie de l'Ontario. On a décidé, comme vous le voyez sur la carte, de ne pas pagayer sur le lac supérieur. La raison étant que le lac supérieur s'appelle peut-être un lac, mais ce n'est pas un lac, c'est une mer intérieure. Ça a 500 km de long. Ce lac-là, à la période la plus chaude de l'année, reste environ à 4 degrés. Si tu tombes dans l'eau, tu n'as que quelques minutes pour sortir de là avant de tomber en hypothermie. Les berges du lac supérieur, il y a beaucoup de falaises, ce qui fait que si tu chavires, ça rend ça impossible de sortir de là. Les gens qu'on a contactés qui ont pagayé sur le lac supérieur portaient tout un dry suit. Ils ne font pas de dry suit pour les enfants de 5 ans, puis on n'était même pas intéressé de savoir combien ça pouvait coûter à faire un sur mesure. La décision a été prise qu'on allait louer une voiture où on allait trouver un moyen de contourner le lac supérieur et continuer par la suite. C'était tout simplement une question de sécurité pour notre famille à ce moment-là. Mais grosso modo, ça, c'était notre itinéraire. 1 an avant, le printemps 2014, on a décidé de faire les 10 premiers jours d'expédition
de la traversée du Canada pour pratiquer Mali. Mali avait fait du canot un tout petit peu de rien du tout, mais n'avait jamais fait de canot camping comme tel. Donc, on a fait les 10 premiers jours qui étaient de Edmonton à North Battleford sur la rivière North Saskatchewan. Ça, c'est un de nos sites de campement. Il y avait vraiment des super beaux sites de campement vraiment sur la North Saskatchewan. C'était très... je m'excuse l'anglicisme, là, mais c'était très remote par endroit. Là, on voyait très peu de monde, puis on a beaucoup apprécié ça. Pour les gear freaks, là, parce que moi, c'est un peu ça que je suis, cette tente-là, c'est la tente de Mec. C'est la... Mon Dieu, j'ai un... Ton père va me le rappeler. C'est une excellente tente. En tout cas, on l'a adorée. C'est une 3 places. Volte 3. Comment tu dis ça, Benoît? La Volte 3. La Volte 3, voilà, c'est ça. La Volte 3 de Mec. On a adoré cette tente-là, léger, compact, robuste, mais jusqu'à un certain point, vous allez le voir plus loin. Encore là, avant de partir, on s'est pratiqué beaucoup. Sur cette photo-là, Mali avait 3 ans. On est allé pas loin, je pense que Lac-Louise ou dans ce coin-là. Il y avait un play spot, si je peux me permettre, qui avait une belle vague, on avait envie de se pratiquer. Comme vous le voyez, l'eau est bleue, elle est belle, c'est un petit peu comme le lac Louise, mais le lac Louise, c'est très, très froid. Les eaux dans ce coin-là viennent des montagnes rocheuses, des glaciers. L'eau est très, très froide. Bien, croyez-le ou non, cette journée-là, il faisait environ 30 degrés, il faisait super beau, mais le reste que l'eau était très, très glaciale. L'enfant que vous voyez dans le canot, là, a chaviré. Le papa porte un dry suit sur la photo. Porte un dry suit parce que c'est froid. Mon fils de 3 ans dans le canot, il n'y en a pas, il est en T-shirt. Ils ont chaviré. Mali a eu très, très peur. Il y a eu froid, tout le kit. On l'a sorti de là, ça a bien été. Et 30 minutes plus tard, Mali ne voulait que retourner dans le canot et a fait ça tout le reste de la journée. Cet enfant-là n'est pas arrêtable. C'est mon happy place, mais c'est son happy place à lui aussi. Donc, pendant les mois, l'année avant, on s'est beaucoup pratiqué sur la rivière North Saskatchewan qu'on avait pas loin de chez nous à Edmonton. Ce qu'on faisait, c'est qu'on embarquait sur la rivière, on remontait le courant comme entraînement. C'est drôle parce qu'on se faisait souvent dire par des gens, vous êtes au courant que vous remontez le courant. On était particulièrement au courant. Mais on remontait, on redescendait, puis on revenait, puis c'était ça notre entraînement. C'était comme, je vous avoue que l'entraînement physique a été à son minimum, mais on a un peu payé pour plus tard. Je veux vous faire part d'un homme qui nous a inspirés, puis d'un homme qu'on a croisé dans notre expédition de préparation. Et fiez-vous pas au look de cet homme-là parce que c'est une machine. Il s'appelle Mike Renta. Mike a traversé le Canada en solo avec son chien Speedy plusieurs fois et en solo coast to coast. Donc, lui, il est parti vraiment de la Colombie-Britannique à aller jusque dans les maritimes. Et quand on a fait notre expédition de préparation, on est tombé sur lui par hasard alors qu'il traversait le Canada. On a parlé avec lui, on lui a fait part de notre projet et tout, il était super excité, puis on a gardé contact avec lui pour qu'il nous aide pendant notre traversée à nous. Puis il a été d'une ressource inestimable, puis un ami, puis une personne extrêmement sympathique, les humbles. La préparation, ça s'est aussi beaucoup passé dans les cartes. Tu as beau savoir où tu t'en vas, puis tu as beau avoir un GPS. Ce que j'ai appris beaucoup avec Benoît, c'est que les cartes et la boussole, c'est extrêmement important parce que durant notre expédition, notre GPS nous a lâché à un moment assez critique. Donc, les cartes étaient importantes. Là, pour les cartes, je pense que vous le savez, si vous avez déjà fait des expéditions, ce n'est pas évident de trouver des cartes. Et là, trouver des cartes pour notre expédition avec la longueur que ça avait, les cartes n'existaient carrément pas. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a trouvé un site web. Encore là, Ben, je pense qu'il va falloir que tu me ramènes ça, le nom du site où on a trouvé les cartes. C'est des cartes topographiques qui sont accessibles par le gouvernement du Canada. Donc, on a trouvé ça. Ce sont des cartes haute définition. Moi, en utilisant Photoshop, j'ai été capable d'aller chercher les sections de rivières qu'on avait exactement besoin, mettre ça dans un 8,5-11, puis imprimer ça. Au total, pour les pas loin de 5000 km qu'on avait, on a imprimé 150 cartes précises, topographiques, et on les a toutes faites plastifier
pour être capable d'avoir le meilleur de nos cartes. Mais juste là, il y a eu plusieurs heures de travail d'ordinateur là-dessus, mais on était très contents d'avoir ça. C'est un aperçu de la journée où on a pacté notre nourriture. Pensez-y, là. Juste en ce moment, c'est le temps des fêtes, là, puis on a un peu dépassé par faire l'épicerie, mon Dieu, tout ce que je vais avoir de besoin. Là, nous, on faisait l'épicerie pour les 4-5 prochains mois de notre vie. Moi, je sais que ça m'angoissait beaucoup personnellement parce qu'on a un enfant de 5 ans qui est en pleine croissance, puis je voulais m'assurer que Mali mange bien. Puis on est quand même limité là, en expédition, en fruits et légumes frais. Donc, moi, j'avais fait appel à ce moment-là à une collègue de travail qui était aussi nutritionniste pour qu'elle m'aide à monter un menu. Elle m'a fait part du nombre de calories que moi, selon femme de mon poids et de mon âge, je devais manger. Même chose pour Benoît et même chose pour Mali. Donc, j'ai monté un menu jour par jour en m'assurant qu'on avait chacun le nombre de calories par jour qu'on devait manger. Fait que ça a été toute une job parce que j'ai calculé toutes les calories de tout ce qu'on mangeait pour m'assurer que Benoît y en avait assez, que moi j'en avais assez et que Mali en avait assez. Fait que ça a été toute une job, mais j'avais besoin de ça pour m'assurer. Je veux dire, c'est extrêmement demandant physiquement, quelque chose comme ça. Et plus l'expédition avance, plus ça tire du jus. Il fallait que la bouffe soit là. Mais en bout de ligne, on était très, très, très contents d'avoir pacté toute cette nourriture-là. Hey, le 2 mai, ça, c'était le départ sur la rivière North Saskatchewan. Comme vous pouvez voir, il ne faisait pas super chaud. Il ne faisait pas super chaud, on était bien habillés. Puis laissez-moi vous dire qu'à ce moment-là, quand tu es dans le canot, puis là, tu te dis, hey, on s'en va à Montréal. Ça n'avait aucun sens. Ça n'avait aucun sens. C'était comme, mais voyons donc qu'on s'en va à Montréal. On s'est vite rendu compte, moi et Benoît, qu'on se devait se donner des objectifs à plus court terme. Donc, chaque objectif devenait le prochain ravitaillement. Ça a vite arrêté d'être « on s'en va à Montréal ». Prochain ravitaillement. Et là, si vous vous demandez un peu comment on a fait avec la nourriture, vous avez vu comment on a pacté toute la nourriture, mais on n'est pas parti avec 5 mois de nourriture dans le canot, là. On était capable au total d'avoir 21 jours de nourriture pour nous 3 dans le canot, pas plus que ça. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pacté, on a trouvé nos points de ravitaillement le long de notre chemin en faisant appel aux gens sur nos réseaux sociaux. Fait que ça a servi à ça un an et demi à l'avance, développer les réseaux sociaux, chercher des endroits où on pouvait envoyer nos boîtes. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a envoyé nos boîtes de nourriture. Dans la boîte de nourriture, il y avait en plus les cartes pour la prochaine section, parce qu'encore là, on ne pouvait pas partir avec 150 cartes, c'est lourd et ça prend de la place. Donc, il y avait notre nourriture, les cartes pour la prochaine section et on envoyait ça. On envoyait tout ça la veille de notre départ et on s'est croisé les doigts que ça arriverait à destination. Donc, la première section, ça a été la rivière Saskatchewan. En fait, c'est 2 rivières. Une première portion qui est la North Saskatchewan et l'autre section qui s'appelle tout simplement la rivière Saskatchewan parce que les deux convergent ensemble. Ça a été une super belle section parce qu'on était dans le sens du courant, mais c'était à un moment donné, un moment dans l'année où on a le vent dans la face solide. Ça n'a pas toujours été facile. Mais les sites de campement le long de la rivière Saskatchewan étaient vraiment, vraiment chouettes. On avait des super belles berges. C'était pas dur à trouver. C'était pas plein de maisons, etc. On n'avait vraiment pas de problème à trouver ça, à se faire un petit feu et tout. Mais il y a eu des défis au niveau de Mère Nature, comme vous pouvez vous en douter. Là, quand on part pour une expédition aussi longue, il faut un peu s'abandonner à ce que Mère Nature va te donner. Mais là, ça, c'était quand même un beau défi, là. Ça ressemble un peu à un matin où on se prépare à pacter toutes nos choses. La routine était à faire, tout était à faire en fait. Ramasser la tente, le sleeping, la bouffe, le ci, le ça. Donc, ça nous a pris un certain temps à avoir une routine à gérer, mais une fois qu'on l'a eu, par exemple, là, ça y a été. Bien, 5 jours après notre départ, donc le 7 mai 2015, il y a eu une tempête de neige sur la rivière North Saskatchewan. On l'a trouvé tough un peu celle-là. On était très motivés encore à ce moment-là, mais moi, malgré le fait que j'ai entrepris une grande expédition comme ça, je suis assez princesse. J'ai eu froid,
J'ai eu vraiment froid. Je ne l'ai pas trouvé super facile. Mais j'avais le papa de mes enfants qui était un homme extraordinaire, qui a bien pris soin de nous, qu'on s'est bien arrangé, on a bien mangé. Puis cette journée-là, ben, on n'a pas pagayé ou on a attendu un petit peu plus tard parce que là, il y avait des limites à pagayer dans des conditions comme ça. Oups, donnez-moi un instant, ça ne veut pas changer. No. Next, voilà. Ça, c'est Mali, dans le confort de son expédition. Cet enfant-là a dormi comme un roi durant toute l'expédition. Il n'y a rien qui pouvait déranger cet enfant-là. La neige, le vent, la pluie, le tonnerre, il n'y a rien qui l'empêchait de dormir. Et cette photo-là, ben, elle en témoigne. J'ai eu la chance, comme je le disais, j'étais légèrement princesse. Le premier mois, pour ne pas dire les 2 premiers mois, il y avait des matins assez frais et la madame ici présente ne sortait pas de la tente tant qu'il n'y avait pas un feu de fête. Merci à Benoît qui s'est occupé de cette tâche-là. Donc, quand je sortais de mon sleeping, j'avais un feu qui m'attendait. Fait que c'est très apprécié. Fait que, messieurs, si vous voulez que vos femmes vous suivent, là, voici un bon truc. Voici un des défis que je vous disais qu'on a dû traverser de Mère Nature. Ce fut un été extrêmement sec où il y a eu des feux de forêt. Ça, c'en est un qu'on a rencontré quand même de près. C'était pas un gros feu, mais ça reste que c'était quand même impressionnant, là. À ce moment-là, on avait aussi vu un hélicoptère, je pense qu'il nous regardait et qu'il se demandait un peu où on allait. Mais ça a été un été où les feux de forêt ont fait beaucoup, beaucoup de ravages. Ce même été-là, il y avait une équipe de canots qui faisait la même expédition que nous, mais qui était environ 2 semaines en arrière de nous. Malheureusement, eux, ils n'ont pas pu compléter leur expédition parce qu'ils se sont fait avoir dans un gros feu de forêt. Ils ont été obligés d'arrêter. Donc, on a quand même été très chanceux là-dessus. Me voici sur un de nos beaux sites de campement. C'était vraiment génial, cela. La rivière North Saskatchewan, c'est du sable/sable mouvant. Plus tu te rapproches de l'eau, plus ça devient très, très mou. C'était très boiteux. Nous, ici, on est sur le bouclier canadien. On le prend un peu pour acquis, mais il n'y en a pas de ça là-bas. C'est du sable/boîte. Mais on a quand même réussi à avoir des très beaux sites de campement. Comme je le disais, Mère Nature nous a lancé plusieurs défis, puis comme je l'ai mentionné au début aussi, on ne s'est peut-être pas assez bien préparé physiquement. Oui, on est des pagayeurs. Est-ce qu'on est habitué de pagayer à tous les jours pendant plusieurs jours? Non. Ce qui est arrivé au début, c'est que je me suis fait une tendinite à l'épaule et là, j'avais quand même très, très mal pour pagayer. Et là, nous, au bout de la rivière North Saskatchewan, il y avait des grands lacs du Manitoba qui arrivaient et là, il était hors de question que Benoît pagaye toute seule sur les grands lacs. Donc, on a pris la décision que j'allais prendre 1 semaine off complètement de pagayer pendant qu'on était sur une rivière puis pendant que le courant était de notre côté. Benoît a pagayé toute seule. Donc, c'est de ça que j'ai eu l'air pendant à peu près 1 semaine. Le seul moment où je pouvais être utile, c'est quand il y avait du vent. On a découvert cette compagnie-là qui est fantastique, qui s'appelle Wind Paddle, qui font des voiles, que ce soit pour pédalo, canot, n'importe quel type de bateau. Ce qui est vraiment chouette avec cette voile-là, c'est qu'elle se plie puis ça devient environ gros comme ça, puis tout plat comme une assiette. Tout ce que j'avais à faire quand je voulais m'en servir, je la lançais dans les airs, ça pop, puis là, j'avais juste à tenir la corde. Puis c'est une grandeur quand même décente, là. Je vous le dis, quand le vent poignait là-dedans, ça y allait par là. Sur la photo, je la tiens avec mes mains, là, mais il y a d'autres moments durant l'expédition que je ne pouvais pas faire ça parce qu'elle allait m'arracher des mains. Je passais la corde en arrière de mon dos, là, puis ça tirait tellement fort que je me faisais tirer comme ça. On appelait ça, nous, avoir des air miles. On a bien, bien aimé ça. Une des choses que j'ai beaucoup appréciées, mais qu'on a toutes appréciées, c'est le coucher de soleil. Je voulais toujours avoir un site de campement qui me permettait d'avoir un coucher de soleil. Pour moi, c'était comme une récompense à tous les soirs d'avoir mon coucher de soleil. C'est beau. Puis quand tu es en expédition comme ça, ben, il y avait quelque chose d'extrêmement satisfaisant après ma journée à pagayer de regarder le soleil se coucher. Puis ça, ben, j'ai vraiment essayé de l'avoir à tous les jours. Beaucoup de monde se demande qu'est-ce que Mali faisait dans le canot à journée longue. Ben, je veux dire, nous, avant de partir, on se l'a un peu demandé, mais cet enfant-là
ce que tu te rends compte avec le temps, c'est que ce que Mali voulait le plus, c'était être avec ses parents. Et c'est ça que ça a été, cette expédition-là. Il était souvent dans le canot, tourné vers son père, puis papa contait des histoires ou papa jouait à des jeux. Mali a beaucoup appris à contempler aussi. Je pense que c'est quelque chose que les enfants de nos jours font très peu. Hein? On essaie de les stimuler pour ne pas dire surstimuler. Mali, dans le canot, il a appris à juste observer, regarder, puis il était devenu vraiment bon. Sur ce vidéo-là, on voit, il y avait des petits oursons dans l'arbre. C'est Mali qui les avait vus. Je pense qu'il y avait 3 ou 4 petits oursons. C'était adorable. Fait qu'on a eu la chance d'observer plusieurs animaux. Puis Mali a été tellement bon pour les regarder puis apprécier ça en même temps. On a croisé beaucoup de pélicans. On a eu la chance de voir des orignaux. Regardez, l'aigle ici, il va faire une passe incroyable. On en a vu beaucoup, là, mais checkez ça. On a vu beaucoup d'aigles royales. On a pris beaucoup notre temps pour observer aussi. C'est là où la vie s'est mise à prendre un autre rythme durant notre expédition. En prenant le temps d'observer tout ça, là, tu ralentis, puis c'était vraiment, vraiment chouette. Autre chose que Mali faisait pour changer les idées, on avait trouvé un petit tableau en craie assez petit parce qu'on n'avait vraiment pas beaucoup de place. Puis là, il pouvait dessiner, il faisait toutes sortes de défis. Fait que ça ne prenait pas grand-chose, juste ça, puis le petit garçon était très, très content. Il avait aussi emmené des petites autos, il y avait des figurines. On voit ici un peu Spider-Man. Ça, ce fut le drame de l'expédition parce que Spider-Man s'est noyé. Oui, Spider-Man ne sait pas nager, malheureusement. Outre ça, tout ce qui était bâton, roche, Mali n'avait pas besoin de plus que ça pour s'amuser. Et de temps en temps, à de très, très rares moments, il sortait la pagaie. Il avait quand même 5 ans, on ne voulait pas l'obliger à pagayer. Ça, c'était une super belle section sur la rivière Nord-Saskatchewan de petits rapides. J'appellerais ça des eaux vives / classe 1. On avait vraiment eu du plaisir parce que, étonnamment, on n'en a pas eu tant que ça durant toute la traversée du Canada. Ça, c'est notre beau Mali. Le canot était très, très, très bien rempli, on va se le dire. Il y avait un trou au milieu fait pour Mali, mais disons qu'il fallait que Mali trouve différentes positions pour s'installer. Et ça, ce sont que quelques photos de Mali qui dort dans des positions inusitées. Vraiment, moi, il m'a impressionné, cet enfant-là. Là. Je veux dire, celle où il est couché sur le ventre, sur le baril, là, je veux dire, je suis impressionnée. Mais lui, il a fait une croisière et il a dormi comme un roi durant cette expédition-là. Ce qui était vraiment chouette aussi avec Mali, c'est qu'à la fin de nos journées, une fois qu'on arrivait sur les berges, Mali avait le goût de bouger, veut pas, il est resté assis toute la journée. Un simple bout de bois ou des roches, il n'y avait pas besoin de plus que ça. Là, la roche était devenue un stage, puis il nous faisait un spectacle de danse. On s'entend qu'on pagayait des fois 10 heures par jour, il avait besoin de bouger, le petit garçon, quand on arrêtait, mais un parcours avec une coupe de branches, puis that's it, là, le fun était là, puis lui, il ne demandait rien d'autre que d'être avec papa, maman, puis jouer dehors. Ce site de campement-là, ça a été vraiment chouette parce qu'il y avait ce très gros tronc d'arbre-là, puis ça a été, mon Dieu, du gros fun pour Mélie. Moi et Benoît, à ce moment-là, on s'était dit, coudonc, toutes les écoles devraient avoir ça. Je veux dire, il y a juste trop de fun dans le sable et avec un bidon de bois, puis on s'entend que ça ne coûte pas cher. Mais c'était vraiment beau de le voir, de s'amuser avec pas grand-chose. Cette journée-là, on a même décidé le matin de prendre ça mollo. Il y a des matins comme ça qu'on ne se rushait pas, puis on a décidé de faire une petite game de baseball. Il fait beau. On a un super beau site, on va en profiter. C'était aussi ça le but de l'expédition, de ne pas juste se rusher, go, 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 on va arriver à Montréal. C'était aussi de prendre le temps d'être en famille puis d'avoir du plaisir. C'est ce qu'on a fait. Puis ça, c'était une très belle journée. Durant l'expédition, nous, on n'avait pas planifié pêcher. Okay? On n'avait pas fait ça. Mais on a croisé beaucoup de personnes qui pêchaient. Et Mali, petit garçon de 5 ans, il nous demande, oui, mais pourquoi nous, on ne pêche pas, tu sais? Puis papa, il répond, papa, il ne sait pas pêcher. Mali, du haut de ses 5 ans, dit à papa, c'est pas compliqué, papa, tu as besoin d'une canne à pêche, puis d'un hameçon, puis tu lances la ligne, tu sais. Puis là, les deux, moi, puis Benoît s'est regardé, puis on a fait, ouais, tu sais, on pourrait peut-être pêcher.
Puis, en cours de route, on arrêtait en quelque part et on s'est pris une canne à pêche, puis on a dit, hey, on va tenter le coup. Je veux dire, on avait déjà toute notre nourriture, mais si on était capable de se poigner un poisson frais, pourquoi pas? Ça a été un succès. Ça a été vraiment, vraiment le fun pour tout le monde. Mélie a adoré ça. Mélie a été super bon. Le papa a eu du fun au bout, au bout. On a appris à fileter aussi. On a rencontré des gens sur la rivière North Saskatchewan, 2 hommes. On a rencontré Gaétan et Roger, qui étaient 2 hommes qui étaient en train de faire le même parcours que nous, mais eux s'en allaient à la baie du Son. Et à un moment donné, on a décidé qu'on allait suivre parce qu'on faisait exactement le chemin, fait qu'on a pagayé ensemble pendant 1 semaine. Et cette journée-là, Roger nous a montré à fileter avec les moyens du bord, comme vous pouvez voir. Un beau gros tronc d'arbre, ça faisait la job d'un comptoir. Ça, c'est Gaétan et Roger, les 2 gars avec qui on a pagayé pendant 1 semaine. Ça a été franchement un pur plaisir. Ça, c'est un des bonheurs. Une des choses que moi et Benoît, on n'avait pas prévu, c'était de rencontrer des gens en or. Et ça, c'en est 2. Puis j'aime le préciser pour ces 2-là parce que Gaétan, celui qui tient Mali dans ses bras, est décédé il y a quelques mois, malheureusement, d'un cancer du cerveau. Mais il aura su profiter de la vie à 100 000 à l'heure, puis ça va être un honneur pour nous de le connaître puis de partager ces moments-là. La prochaine section, ça a été une section assez rock'n'roll, puis on s'y attendait. C'était les grands lacs du Manitoba. Donc, on parle ici du lac Winnipegosis et du lac Manitoba et du lac Winnipeg. Le 5 juin, on était à quelques jours d'arriver au lac des Cèdres. Le lac des Cèdres, c'était là où la rivière Saskatchewan aboutissait. C'était un grand lac, mais ce n'était pas le plus grand lac. Et là, on avait quand même accès à la météo parce qu'on avait un InReach, puis on arrivait à communiquer avec les gens. Et la météo ne regardait pas bien pour la journée où on allait embarquer sur le lac des Cèdres. Donc, ce matin-là, on s'est levé à 4h30 du matin parce que quand tu es un marin, je ne prétendais pas être un marin, mais les marins savent que le vent, en temps normal, se lève vers midi. Le plus tôt tu es sur l'eau, le mieux c'est. Nous, ça a été le contraire. On s'est levé très, très tôt. La température n'était pas belle. Il ventait, c'était épouvantable. Et en après-midi, ça s'est complètement calmé. Et on est sur le lac des Cèdres. On a l'impression d'être sur l'océan et on s'en va dans la direction dans laquelle je vais pointer. Là-bas, là, c'est là qu'on s'en allait. Là-bas. Très, très, très loin là-bas. Moi, ce qui me stressait le plus quand on faisait des longues traversées comme ça, c'est qu'il peut y avoir des orages qui arrivent out of nowhere, là. Puis là, quand tu es loin du bord comme ça, c'est stressant, là. Je pense que c'est important de considérer que Mère Nature, c'est elle qui a le gros bout du bâton. Si toi, tu penses que tu contrôles ça, toi, tu es un danger dans tes expéditions. Mais cette journée-là, je veux dire, le ciel était bleu. On n'a pas pu avoir mieux que ça, mais on s'en allait l'autre bord qu'on ne voit pas, l'autre bord. On a fini par y arriver. Sérieux, je ne me rappelle pas combien de temps on a passé sur l'eau, mais comme on est parti à peu près à 5 heures du matin, puis on a dû arriver à peu près à 5-6 heures l'autre bord. Là, puis on a été sur l'eau non-stop. Mais on a eu un coucher du soleil franchement incroyable. Et encore là, ma satisfaction était comblée. Le lendemain, on avait un portage à faire. On le savait, on avait un 5 km. Ça a l'air super beau, c'est sur une trail. Mais plus on se rapproche du lac, plus la trail disparaît et plus la trail n'existe plus. Vous pouvez voir qu'on avait un chariot à canot qu'on a surnommé Rambo et il porte très, très bien son nom. Il nous a sauvé la vie, vraiment, vraiment. Parce que le canot bien plein, là, je pense que ça frôlait peut-être les 500 livres. Là, ça n'avait aucun sens, là. Donc, cette journée-là, on embarquait sur le lac Winnipegosis, qui est un lac qui est au nord du lac Manitoba, un autre très, très gros lac. Et la spécification de ces lacs-là, c'est que c'est des gros lacs, mais c'est des lacs qui ne sont pas profonds. Ça, ce que ça veut dire, c'est quand ils ventent, le vent frappe l'eau, l'eau va frapper le sol rapidement parce que ce n'est pas creux et ça va monter des vagues très rapidement. C'est la difficulté de ce lac-là. Notre première nuit sur le lac Winnipegosis, on va s'en rappeler parce qu'on ne trouvait pas de berge. Il n'y avait pas de berge parce qu'on est à un endroit où il n'y a pas de population, il n'y a pas d'être humain dans ce coin-là. Et les arbres, la forêt vont jusque sur le bord de l'eau. Il n'y avait pas de berge.
Donc là, on s'était trouvé une petite pointe de roche de sable. C'était tout petit, mais ça semblait parfait. Ça semblait parfait. Durant la nuit, ce qui est arrivé, c'est qu'à minuit, quasiment pile, le vent a frappé, mais vraiment, vraiment fort. Et là, on est sur une île de sable, de galets, donc la tente n'est pas pinée particulièrement bien. Puis là, moi et Benoît, on se rend compte que la tente n'est peut-être pas bien pinée. Donc, durant la nuit, on décide de sortir pour essayer d'ancrer mieux la tente, mais on n'a pas pensé que c'était nous qui ancrait la tente. Donc, au moment où on est sorti, Mali dort, et là, il y a eu un très gros coup de vent et la tente au complet a arraché et est partie au vent dans les airs avec Mali qui dormait dedans. Fait que on a vraiment vu la tente là, rouler dans les airs comme ça et Mali qui dormait dans la tente. Et là, tout ça dans un noir absolu. Donc, ça a été un beau défi pour nous de récupérer la tente, de calmer le fils, de trouver le moyen de piner la tente sur une île de sable. Donc, c'était une première nuit pas super facile. Mais encore là, le coucher de soleil, la madame était contente. Le lendemain matin, ça ressemblait à ça, là. Le vent, ça lève des vagues, mais ça a levé tellement de vagues que là, nous, on ne pouvait pas embarquer sur l'eau comme ça, là. C'était impossible. Bon, ça donne un aperçu, là. C'était impossible pour nous d'embarquer dans le canot sans chavirer. C'était trop dangereux à ce moment-là. Donc, on a décidé de marcher. Mali était dans le canot, puis nous, on a décidé de marcher dans l'eau. Heureusement, ce n'était pas super froid, on gérait. On était là, peut-être là, le 7 juin à peu près. Puis on a marché comme ça jusqu'à ce qu'on trouve une pointe. Et on a arrêté très tôt parce que moi et Benoît, on était très fatigués n'ayant pas dormi de la nuit parce que le vent avait été épouvantable. Mais je vous laisse regarder. Vous pouvez voir aussi sur cette vidéo-là, encore là, ceux qui connaissent bien les pagaies, on a les pagaies qu'on aimait, les pagaies qu'on connaissait bien, qui sont les Hammerhead de Owl's Head. Belle grosse pagaie en bois, mais ce n'était pas une bonne idée, puis je vais vous revenir plus tard avec ça. Ce soir-là, on s'est campé très, très loin. On a décidé qu'on allait rentrer dans le bois et on allait trouver un endroit où se mettre parce que là, on avait compris que les vents, c'était nos ennemis et on ne pouvait pas s'exposer aux vents. Donc, c'est plus à ça que nos sites de campement ont ressemblé par la suite. Encore là, je vais vous achaler beaucoup avec ça, mais moi, les couchers de soleil, j'ai trouvé ça extrêmement satisfaisant à tous les soirs. Un autre. Regardez comment c'est beau. On a vu beaucoup de faune. C'était vraiment, vraiment chouette. Cette section-là sur le lac Winnipegosis, puis une partie sur le lac Manitoba, c'est la plus longue période qu'on a été sans voir d'êtres humains. C'est quand même assez spécial dans une vie. Pensez-y, à moins que vous vous isoliez vraiment beaucoup, on va côtoyer d'autres êtres humains assez régulièrement, mais là, ça n'a pas été le cas. On a côtoyé plus d'animaux que d'êtres humains, c'était vraiment chouette, dont des aigles à tête blanche. On a même croisé un loup qui nageait sur le lac Manitoba. Il y avait beaucoup de petites îles où il y avait beaucoup d'oiseaux qui nichaient. Puis on a vu autant loups que ours nager pour aller sur les îles pour manger les œufs, j'imagine. Mais toute cette beauté-là, c'est vite effacé quand on s'est rapproché de la civilisation. C'est assez brutal comme retour. Voilà, c'est ça. C'est comme ça que tu sais que tu te rapproches de la civilisation. On est embarqué sur la rivière Assiniboine. La couleur de l'eau a changé et on trouvait des choses assez inusitées dans l'eau, dont une voiture. On venait d'arriver à Winnipeg, je pense. Et puis, ça a été vraiment une super place. Là, on arrivait dans les grandes villes, puis on pagayait dans la ville. C'était vraiment, vraiment chouette. Et cette rivière-là nous emmenait en fait sur le lac Winnipeg, qui est le plus gros lac des grands lacs du Manitoba. C'est le lac qui nous stressait le plus, ayant pagayé sur Winnipegosis et Manitoba, ayant passé à travers les grands vents. Celui-là nous stressait particulièrement, mais on a été hyper chanceux parce que ça a été durant une canicule. Là, il a dû faire 35 degrés. Avec 0 vent. Ce que vous voyez, le lac tranquille comme ça, on a été sur ce lac-là pendant 3 jours et ça a été raide mort comme ça pendant 3 jours avec une chaleur intense.
Et on a continué comme ça jusqu'à la rivière Winnipeg. Et là, moi, ça m'a frappée parce que depuis le début, je vous disais, on est sur des berges de sable ou de petites roches, de sable mouvant, très boueux. Et il y a une coupure très nette qui se fait en embarquant sur la rivière Winnipeg. C'est le bouclier canadien qui commence. Et là, soudainement, tu as des capes de roches qui sortent de partout. La coupure est très, très nette. Moi, ça m'avait beaucoup impressionné. Mais la rivière Winnipeg, on la remontait. On la remontait pendant 2 semaines. Donc, il y a eu beaucoup de cordelage à faire comme ça parce que c'était très difficile. Ça n'a pas toujours été un succès. On s'en est très, très bien sorti, mais il y a des moments où ça a été plus difficile que d'autres, comme celui-là. Mais il y a eu beaucoup de moments de cordelage où il y a eu des moments où il a fallu pagayer particulièrement fort parce que la rivière devenait très étroite. Donc, vous savez ce qui arrive, le courant est très, très, très fort. Et il n'y avait pas moyen à certains endroits de sortir, de portager ou de cordeler. Donc, ça s'appelait Sors ton huile de coude. Le vidéo ici de Benoît le montre bien. Il fallait vraiment se donner à fond. Là, on voit juste Benoît, là, mais en avant, je me donne autant que lui. Là. On ne faisait pas ça pendant 1 heure de temps, mais il y avait des petites sections comme ça où on n'avait vraiment pas le choix de pagayer fort. Et là, sur la rivière Winnipeg, il y a beaucoup de barrages. Donc, on n'avait pas le choix de sortir. On mettait tout sur le canot avec notre carte à canot prénommée Rambo pour traverser le barrage. Et ce soir-là, on planifiait camper l'autre côté du barrage. Mais on s'est vite rendu compte qu'on n'était pas toutes seules. On a dû partager le site de campement avec ces petits insectes prénommés les tiques. On se doutait qu'il y en avait parce que c'était des herbes hautes. Donc, on s'était mis des manches longues, on a rentré nos pantalons dans nos bas, on a tout fait ce qu'il fallait le plus possible. Mais malgré ça, une fois que tout est installé, on rentre dans la tente, on se déshabille, on se vérifie, on en avait pareil sur nous. Ces bébites-là là, ne sont pas arrêtables. Bien, il n'y avait pas juste les tiques, on avait aussi de l'herbe à puce. Puis à partir de ce moment-là, on en a eu à différents endroits. Puis malheureusement, on a appris que Benoît, lui, réagissait très, très mal, puis il a traîné ça un bon bout de temps. Là. On voit le pied à Benoît. Benoît a touché à de l'herbe à puce, puis on s'est fait donner plus ou moins des bons conseils, puis ça a détérioré, puis c'est de ça que ça a eu l'air. Puis je ne me rappelle pas combien de temps il a traîné ça, mais longtemps. Ensuite de ça, on est arrivé sur les eaux frontalières, ce qu'on appelle le boundary water. Ce qui est vraiment chouette de cet endroit-là, c'est que c'est des chaînes de lacs. Et on est vraiment sur la limite canadienne et américaine. Donc, d'un côté du lac, c'est le Canada et de l'autre côté, c'est les États-Unis. C'est la même chose pendant qu'on faisait les portages aussi. Il y avait des bornes qui nous montraient un côté ou de l'autre. Ce qui est comique et qu'on ne voit pas dans le PowerPoint, c'est qu'on a dû arrêter aux douanes avant d'embarquer là parce qu'il y a des moments où on allait coucher du côté des États-Unis. Donc, on était dans l'obligation d'aller se déclarer aux douanes. Donc, on a carrément des photos de nous en ligne avec toutes les voitures et nous, on est debout à côté de notre canot puis on faisait rouler le canot. Ils ont trouvé ça bien, bien drôle aux douanes de nous voir arriver en canot. Il y a eu des portages plus faciles que d'autres. Ça, c'est un portage où malheureusement, il y avait eu un chablis, ce qui veut dire qu'il y avait beaucoup d'arbres qui avaient tombé. C'est un portage de 800 mètres qui a fini par prendre 4 heures. 4 heures parce que, comme vous le voyez là-dessus, le chemin n'existait plus. Il y avait des moments où Benoît marchait sur des piles et des piles d'arbres. Il était quasiment à 2 mètres du sol. Fait que ça a été très, très, très difficile, mais merci à Benoît qui a été un champion portageur de canot. On a eu des portages plus faciles que d'autres. Il y avait 2 endroits où il y avait des rails où tu pouvais mettre ton bateau et les emmener d'un lac à l'autre. Techniquement, c'était fait pour les pêcheurs, pour pouvoir aller pêcher d'un lac à l'autre. Puis bon, ça coûtait de l'argent, là, mais je veux dire, si on était capable de s'en sauver de un, on n'avait pas de problème à le payer le 10 $ américains pour faire transférer notre canot de l'autre côté comme ça. Donc, on a eu le droit à 2 portages comme ça et on a beaucoup, beaucoup apprécié. Et là, ça, c'était la chose qui me faisait le plus peur de toute notre expédition. On le savait que ça s'en venait.
on le savait qu'on s'en allait là. Le grand portage, c'est écrit précisément 13,6 km. Et là, avant de se rendre là-bas, on parle à plein de monde qui nous disent « Ah, ça va bien aller, vous allez voir, les chemins sont beaux, ça va bien aller. » Mais comme vous le voyez sur la vidéo-là, il y avait plein de petits ponceaux en bois comme ça. Le canot ne peut pas être roulé sur les petits ponceaux en bois comme ça. Donc, à chaque fois, il fallait enlever, tout vider le canot. Puis, on n'était pas capable de tout transporter d'une shot. Donc, il y a eu beaucoup d'allers-retours sur des petites sections. Fait que, grosso modo, ce 13 km-là a dû se transformer à pas loin de 20 km. Parce qu'on est parti à 8 heures le matin, puis là, on est dans le bois tout le long et on a terminé à 10h30 le soir. On était très heureux, brûlés bien raides, mais la veille, on avait l'impression qu'on ne sortirait jamais de là. Mais ça, c'est une des choses dont je suis le plus fière parce que je l'ai solidement redouté. J'ai essayé de dealer avec Benoît qu'on ne le fasse pas, mais je suis extrêmement fière de l'avoir fait aujourd'hui. Puis je vous dirais même que j'aimerais ça le refaire, mais dans un contexte bien différent, pas avec 500 livres d'équipement, disons. Mais si vous aimez les défis puis vous aimez les portages, je pense que ça, c'est le défi ultime. À ce moment-là, on est arrivé au lac supérieur et où on débouche, dans le temps, c'était l'endroit où ils faisaient l'échange de pots, de canaux, c'était les coureurs des bois qui arrêtaient là. Donc, Benoît est allé visiter avec Mali pour voir. C'était le fun de montrer à Mali que le portage qu'on a fait, c'était le portage d'antan aussi. Puis je me dis, c'est complètement fou de penser qu'il y a 200 ans, il y a 300 ans, ils faisaient ça avec les moyens du bord. Je veux dire, ça n'a aucun sens. Ils se sont même baignés dans le lac supérieur. Je l'avais dit, c'est à peu près 4 degrés. Il y a eu une canicule, fait que ça a aidé. Mais par la suite, on est allé sur d'autres rivières, puis on a eu une température incroyable et on a eu la chance de se baigner dans des rivières, dans des petits rapides. Puis comme vous pouvez le voir, Mali a eu du fun à pu finir. Ça a été extraordinaire, cette section-là. Cette section-là, on était sur la rivière aux Français, la French River. Vous en avez peut-être entendu parler, mais ça a été notre coup de cœur. De tous les cours d'eau qu'on a pagayés, la French River a vraiment quelque chose de spécial. Encore là, on a eu la chance de voir beaucoup d'animaux, dont ours noirs, tortues. Puis sur cette vidéo-là, vous voyez mon grand garçon de 5 ans qui pêche puis qui va ramener le souper à la maison pour la première fois de sa vie. On voit ici comment il est focus. C'est la garde! Est-ce que c'est de ça que ça a l'air un petit gars fier? Il y a 5 ans et il a ramené le souper à la maison. Laissez-moi vous dire qu'il était fier. Puis je veux dire, on l'a mangé le poisson. Là. Fait que ça a été un super beau moment pour nous autres. Et voilà. Dernière section, c'est tout. Encore là, on a pagayé un peu sur le lac, je ne me rappelle pas, le lac supérieur, on a fait comme une demi-journée parce qu'on devait se rendre à Thunder Bay. Ce qu'on s'est arrangé, c'est que mes parents habitent à Montréal, sont venus nous rejoindre à Thunder Bay pour nous traverser en auto. Mais on a quand même dû faire une demi-journée sur le lac supérieur. Puis je vous dirais que c'était quand même assez stressant parce que malgré le fait qu'il fait très beau, on sentait le froid à travers le canot, puis ça me stressait beaucoup de chavirer. Fait que j'étais vraiment contente qu'on fasse juste une petite journée sur le lac supérieur. Parce que le lac supérieur, c'est vraiment gros. Et toi, étant un canot, tu es de loin le plus petit. Parce que quand il y a des bateaux cargo comme ça, là, tu te sens vraiment petit. Ça aussi, ça m'a stressée. On a eu des sites de campement de fou, de où la caméra filme. On a campé en haut sur le cap de Roche, là, et c'était magnifique. C'était un canal qui nous a permis de pagayer dans les terres au lieu de pagayer sur le lac Huron pour nous protéger des vents. Parce que rendu à ce stade-là de l'expédition, on avait compris que les vents, ce n'était pas nos amis. Et ça, c'est la rivière aux Français.
Il y avait des endroits où c'était extrêmement étroit, c'était un vrai labyrinthe, c'était magnifique. L'eau était pristine. On pouvait voir les poissons passer en dessous de nous. C'était magnifique. On a adoré cette section-là. Moi, je la recommande de loin. Benoît est retourné quelques années plus tard avec nos enfants. Puis moi, j'aimerais beaucoup y retourner. Puis nous, dans le contexte de notre expédition, on a dû remonter la rivière. C'était pas le gros courant, donc ça a bien été, mais j'aimerais bien un jour la descendre. Avis-vous intéresser. Il y avait des super beaux petits rapides comme ça où on a vraiment pris le temps de s'amuser. La température était de notre côté, donc on s'est arrêté souvent sur la rivière aux Français pour profiter de ces spots-là. On a même eu la chance, je pense que c'était la dernière nuit sur la French River, d'avoir une aurore boréale. Puis je me rappelle que Benoît est allé réveiller Mali parce qu'il dormait. Puis c'était comme, viens voir ça, Mali. C'était vraiment incroyable. On n'était pas tant au nord que ça, fait que c'était quand même assez exceptionnel d'avoir la chance de voir ça. Et un petit vidéo où là, on profitait de notre voile. Là, on le voit, la voile. Ah, ben là, on l'a vu rapidement, mais j'avais la voile dans le dos. Et là, on avait des belles grosses vagues. Puis la madame, elle avait tendance à stresser un petit peu dans les grosses vagues comme ça. Vous pouvez voir que le fiston n'était pas particulièrement stressé. Mais à ce moment-là, j'ai un peu craqué, là. Il y a eu des vagues qui m'ont fait vraiment très, très peur. On est plusieurs mois dans l'expédition. Je commence à être fatiguée. Physiquement, je commence à être fatiguée psychologiquement. Donc, j'ai craqué et j'ai eu vraiment peur à ce moment-là, vraiment, vraiment beaucoup. Fait qu'il a fallu que Benoît vienne me consoler à ce moment-là parce que j'étais un petit peu en panique, alors que mon fils, lui, n'a aucun problème. Puis étrangement, on est arrêté à ce moment-là, après les grosses vagues, sur un parc qui était historique, qui nous a emmenés à North Bay. On avait le choix de faire un portage qui s'appelle le portage de la vase, et ça s'appelle comme ça pour des raisons parce que c'est très vaseux comme portage. C'est aussi un portage qui est historique, donc on s'est vraiment demandé si on allait le faire à cause du côté historique, mais là, on s'est dit qu'après tous les mois et les portages qu'on avait en arrière de la cravate, de s'en faire un petit peu plus facile à travers la ville de North Bay, ça ne serait pas la fin du monde, donc c'est ce qu'on a fait. On a même ici une dame sur la photo. Veux pas, c'était un peu spécial de nous voir avec tout l'équipement. Les gens se rendaient bien compte qu'on faisait quelque chose de spécial. Fait qu'on a souvent parlé à des gens. Puis cette dame-là qui nous a parlé puis qui n'en revenait pas puis qui a décidé de marcher avec nous. Ensuite de ça, on avait plusieurs rivières qui nous attendaient, puis on a eu la chance d'avoir le meilleur ami à Benoît et sa conjointe qui sont venus nous rejoindre pour faire quelques jours en canot. Et Mélie s'est fait un plaisir de nous abandonner et de sauter dans le canot de son ami Nicolas. Le 13 septembre 2015, on arrive finalement au Québec. Après tous ces mois-là, on arrive au Québec. C'était quand même assez extraordinaire. Ça voulait dire beaucoup pour nous. Même si on était encore à 2 semaines d'arriver à Montréal, on venait d'arriver au Québec. Et on finit par arriver à Ottawa. Vous pouvez remarquer le Parlement en arrière. Encore là, on a eu la chance de faire un portage à travers la ville. C'était quand même assez spécial. Les gens nous regardaient et tout. Mais vraiment un super beau portage et on remettait à l'eau et on continuait. Je vous avoue que rendu là, la fatigue est installée. Là. On commençait à sentir la faim. Là. On a eu la chance aussi, en fait, tout le long du voyage, on a rencontré des gens franchement extraordinaires, quelque chose à laquelle on n'était pas préparé, la gentillesse et les gens étaient d'une gentillesse incroyable. Là, c'était un petit peu passé à Ottawa. Il y a une famille qui nous suit sur nos réseaux sociaux qui nous envoie un message. On vous invite, venez chez nous, vous pouvez coucher chez nous, vous allez prendre une douche, on a des enfants, on a une piscine. On s'entend, on ne les connaît pas, ces gens-là, là, rien de ça. Là. Fait qu'on va les rejoindre, nous invite chez eux. Puis ce n'est pas les premières personnes qui font ça, il y en a plein qui ont fait ça. Ça a été incroyable, une générosité folle. Et en même temps, ces parents-là ont organisé une présentation à l'école de leurs enfants, une présentation que moi et Benoît, on allait faire. Donc, le lendemain, avant de repartir sur l'eau, on est allé à l'école faire une petite présentation à l'école de ces enfants-là, leur faire part de qui on était et qu'est-ce qu'on faisait.
Ça a été super chouette. Puis pour moi, ça a été quelque chose de vraiment le fun de montrer à Amélie qu'il y a du beau dans ce monde-là, qu'il y a des gens qui sont gentils et qui sont généreux. C'était un gros, gros plus. Ça, c'était le dernier portage qu'on s'est évité, parce que si l'écluse était fermée, il aurait fallu le portager. C'est une des écluses les plus profondes au Canada, si je ne me trompe pas. Ça a 60 pieds de profond. Je vous dirais que dans notre petit canot, on se sentait vraiment tout petit, mais Colin, on était tellement contents parce qu'on est arrivé là, genre 5 minutes avant que ça ferme. Autrement, il aurait fallu portager. Puis le rendu à ce moment-là de l'expédition, on était bien contents de se passer d'un portage, mais ça a été une belle expérience. C'était le Carillon. Ouais, à Carillon qu'on a fait ça. Et on est à presque notre dernière nuit avant d'arriver à Montréal, ce qui était assez spécial parce que quand ça fait 3, 4, 5 mois que c'est ça ta vie, c'était aussi weird de se dire on arrive que de se dire le 2 mai 2015, on s'en va à Montréal. C'était un peu le même feeling. C'était comme, on dirait que ça ne se pouvait pas, mais on était vraiment rendu là. Puis durant l'expédition, moi et Benoît, on s'est fait un devoir d'écrire un journal, chacun de notre côté, comment on vivait ça. Fait que ce soir-là, c'était un moment quand même assez important. Et le 26 septembre 2015, nous avons touché terre dans un parc dans l'ouest de l'île de Montréal. Nos amis nous attendaient. Il y avait plein de monde qui nous attendait. C'était complètement fou de se dire qu'on avait réussi. Là. On dirait que ça ne se pouvait pas. On se sentait encore comme, ben non, on va setter notre tente, puis demain, on repart. Tu sais, on était vraiment rodés. Fait que c'était incroyable. Puis de voir tout le support et l'amour qu'on a reçu de notre famille et de nos amis, c'était incroyable. C'était vraiment une journée. Puis il faisait beau pour un 26 septembre. Ça, c'est juste pour vous donner un aperçu de toutes les personnes, de toutes les familles qui nous ont aidés le long de notre expédition. Ce n'est pas des gens qui avaient prévu quoi que ce soit. Il y a des gens qu'on croisait au hasard puis qui, venez chez nous, venez souper, venez prendre un verre, blablabla. Une générosité infinie. Je veux dire, sans ces gens-là, sans ces rencontres-là, notre expédition n'aurait pas été la même chose. Ça a été là, la cerise sur le Sunday, ces rencontres-là. Puis, ben, je pense que je veux dire, la personne qui en a le plus bénéficié, c'est Mélie. Cet enfant-là, en 5 mois, a tellement évolué. Déjà là, de passer tout ce temps-là avec ses parents, pour lui, je pense que c'était un pur bonheur. D'être dehors, je pense que c'était un pur bonheur aussi, mais il a développé une autonomie, une maturité, une compréhension de son environnement aussi. Je pense que très peu d'enfants ont. Puis je suis extrêmement fière d'avoir offert ça à mon enfant aujourd'hui. Puis tu sais, Mélie aujourd'hui a 13 ans. Puis je vous le dis, ça me rappelle encore comme si c'était hier de cette expédition-là. Ça a été mon vrai petit poussin tout le long. Il a tellement été bon. Je veux vous faire part d'un petit moment de découragement que j'ai eu pendant l'expédition quand on faisait le grand portage de 13/20 km. À un moment donné, moi, j'étais très, très, très découragée, puis je me suis assise à terre, puis je me suis mis à pleurer, puis j'étais comme, je ne pouvais pas croire qu'on était là-dedans, tu sais. Puis Mélie est venue me voir il y a 5 ans, puis il a mis sa main sur mon épaule, puis il m'a dit « Lâche pas, maman », il dit « Je le sais que tu es capable ». Bien, quand ton petit gars de 5 ans te dit ça, là, ben, tu t'essuies les larmes en dessous des yeux, là, tu te relèves, puis tu continues. Tu sais, je veux dire, il a été d'une force incroyable, cet enfant-là. Une inspiration. Puis, ben, à notre retour, ce qui a été vraiment chouette, c'est qu'on a eu la chance de faire plusieurs présentations. Puis, on se sentait très privilégiés parce que tout en étant humble, on était super contents de partager cette expérience-là que veut pas, ça a changé notre vie. Tu sais, on ne prétend pas être des experts dans le domaine. C'est une expédition, mais c'était l'expédition d'une vie, par exemple. Puis, on a été super choyés d'avoir la chance d'en parler puis de partager ça. Puis encore aujourd'hui, en 2022, moi, de faire ça, je me trouve très, très, très chanceuse. Il y a un documentaire qui a été fait sur notre expédition.
Documentaire qu'on a travaillé très, très fort. On a voulu faire quelque chose de vraiment bien, vraiment gros. On a voulu présenter ça au Banff Film Festival. Malheureusement, on n'a pas eu le temps, les compétences et l'argent qu'on a souhaité pour avoir le documentaire qu'on voulait. Donc, ça a été refusé au Banff Film Festival. On a fait le documentaire, mais encore à ce jour, il y a quelques petits tweaks que je sais que Benoît aimerait faire sur le documentaire. Donc, il n'est pas disponible pour le moment, mais j'aimerais bien travailler avec Benoît parce que si un jour vous êtes intéressé de le voir, c'est un documentaire de 42 minutes qui démontre bien le défi et la beauté que ça a été cette expédition-là. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. Je pense que ça a pris plus que 45 minutes. Je ne sais pas combien de temps ça a pris. Je n'ai pas pris de questions en fin de compte. Je pense que j'ai le clapet qui se faisait aller pas mal. Mais si je peux vous donner un conseil pour ceux qui ont peut-être l'intention de faire une grande expédition, peu importe c'est laquelle, attendez pas que l'ouverture dans votre vie se pointe parce que je pense que vous allez attendre toute votre vie. 1 mois, 2 mois, 3 mois ne se pointent pas dans une vie comme ça en général. Je vous dirais, faites en sorte que ça arrive. Puis je ne pense pas que vous allez regretter cette expérience-là. Fait que voilà. Magali, merci beaucoup pour la présentation. C'était tellement inspirant, là. On avait l'impression de vivre ça avec toi. Merci à Benoît aussi d'être là, puis d'avoir partagé ça avec nous. On peut voir tout le travail et le cœur que vous avez mis dans ça. Si vous permettez, on pourrait peut-être ouvrir le plancher là, aux gens qui aimeraient peut-être poser des questions ou des commentaires. Il y a quelqu'un qui a écrit dans le chat « Super présentation ». Alors, c'est ça. Si des gens ont des questions, soit j'ai vu qu'il y avait une question notamment au début là, sur les commanditaires. Donc, Jocelyne dit merci beaucoup, c'était vraiment inspirant. Julien aussi dit c'était fascinant. Merci beaucoup pour la belle présentation. Roger a dit la même chose. Du côté des commanditaires, tu avais mentionné que c'était une bonne année d'avance, je crois, hein, que vous avez commencé à faire le démarchage. Oui, bien, tu sais, au début, on s'était demandé, tu sais, on n'était pas obligé d'avoir des commanditaires. On s'est posé un peu la question, mais on s'en va où, nous, avec ça? On veut-tu avoir des commanditaires? Pourquoi on veut des commanditaires? Fait qu'il a fallu un peu donner une direction et un pourquoi à cette expédition-là. Tu sais, pourquoi on aurait des commanditaires et pourquoi nous, on voudrait partager ça? Parce qu'on aurait très bien pu le faire puis juste garder ça pour nous, tu sais. Mais nous, on a eu le goût de transmettre le message puis la passion de passer du temps dehors, de le faire en famille et de découvrir notre territoire aussi. Donc, on s'est dit, une bonne façon de le faire, c'est de reach out sur les réseaux sociaux. Mais en montant un public dans les réseaux sociaux, c'est un peu comme ça aussi que tu peux aller te chercher des commanditaires parce que les commanditaires ne te donnent pas de l'argent ou de l'équipement pour tes beaux yeux, mais toi, tu ne peux pas leur donner de l'argent non plus. Donc, le deal, c'est que toi, tu leur donnes de la visibilité. Donc, pour être capable de leur donner de la visibilité, nous, il a fallu qu'on se monte, dans le fond, une visibilité sur les réseaux sociaux. Donc, on avait Facebook, on avait Instagram, on avait Twitter. On essayait, tu sais, moi, je ne connaissais pas Twitter, pas en tout en plus, puis Instagram-ish moyen. Fait qu'il a fallu développer tout ça, avoir quand même un certain public pour ensuite, quand on allait voir les commanditaires, leur dire, voici, on a tant de personnes qui nous suivent sur Twitter, tant sur Facebook, blablabla. Voici comment on publie, etc. Puis voici comment on va faire la promotion de vos produits. Tu sais, là, vous le voyez sur la photo, il y a des collants, des commanditaires, mais il n'y a pas les collants de tous les commanditaires. Ils payaient aussi, je pense, pour avoir leurs collants sur le canot. Fait qu'il y avait différents packages, mais le fait est que faut donner un peu une raison d'être à votre expédition, puis montrer aux commanditaires que vous avez quelque chose à leur donner en échange. Fait que veux pas, c'était un gros défi. Fait que nous, avant de se lancer là-dedans, on connaissait des gens qui avaient fait des expéditions un peu similaires, des grosses expéditions. Donc, on les a interpellés, on a communiqué avec eux, on a partagé, ils nous ont fait part un peu de leur expérience. Puis c'est comme ça qu'on s'est un peu lancé là-dedans. Mais encore là, aujourd'hui, je ne prétends pas être
une experte, mais bon, il faut croire que ça a bien fonctionné puisqu'on a quand même eu 21 commanditaires, dont la Société royale géographique du Canada, dont on n'est pas peu fiers parce que ça, c'était une bourse. Il fallait appliquer pour la bourse, puis on était 2 grandes expéditions cet été-là à appliquer pour la bourse. On n'a pas eu la plus grosse bourse, puis je comprends très bien que ce soit l'autre équipe qui l'a eu. Il était plus nombreux et tout, puis il méritait amplement de l'avoir. Mais on était quand même extrêmement fiers d'avoir une bourse de la Société royale géographique du Canada qui sont capables de reconnaître tout le travail qu'il y avait en arrière de notre expédition, là. Écoute, je voudrais peut-être en profiter pour dire merci à Benoît en passant là, pour son aide pour la protection de la rivière Petite-Nation. Il fait partie d'un centre de recherche, puis ils sont venus participer à une rencontre pour faire des bonnes études. Et Benoît, je me demandais, puisque tu es là pour en profiter aussi, je ne sais pas si tu aurais un coup de cœur que tu aimerais partager avec nous pour cette expédition-là, puis peut-être un défi aussi. Alors, et coup de cœur et défi, les deux choses qui te viennent en tête. Là, je ne sais pas s'il y aurait un petit quelque chose que tu aimerais partager avec nous. Et il y a Judith aussi qui a posé une question à savoir c'est quoi l'histoire avec Les les pagaies. pagaies? Ouais. Ben, Oui, ben, vas-y, Benoît. Ben, comme on peut voir sur l'image, là, on peut voir que j'ai plus ma hammerhead dans mes mains. On a eu des problèmes aux mains après les premiers mois. Là, on avait de la misère à ouvrir, fermer nos mains. Magali a eu mal à l'épaule. Puis c'était dû au fait qu'on avait des pagaies beaucoup trop pesantes pour un travail de longue haleine comme ça. On avait des queues de loutre, mais on les utilisait pas tant que ça. Puis même nos queues de loutre étaient quand même assez, c'était pas les pagaies les plus légères. Puis on avait croisé un gars qui faisait des courses de canot sur la rivière Saskatchewan, Salomon Carrière. Puis on lui a demandé, c'est pourquoi qu'on a mal aux mains puis aux épaules? Puis il a dit, montre-moi ta pagaie. Puis on lui a montré notre hammerhead, il est parti à rire. Il a dit, ben là, il dit, pose-toi pas de questions pourquoi tu as mal aux mains. C'est parce que c'est une grosse pagaie de monstre puis tu pagayes 12 heures par jour. Fait que là, il nous a recommandé des pagaies de carbone qu'on a réussi à se pogner à peu près, rendu à Winnipeg seulement. Mais après ça, on était bien contents. Fait que ça, c'était la petite anecdote sur les pagaies. Là. Maintenant, Je veux dire, c'était le jour et la nuit parce que cette pagaie-là en carbone pèse 900 grammes. Ça pèse même pas une livre. Fait que c'était merveilleux. Puis Benoît a dit qu'on s'est pogné la pagaie à Winnipeg. Il s'est pogné la pagaie à Winnipeg parce qu'il n'y en avait pas deux, il y en avait juste une. Là, il avait très, très mal aux mains. On en a commandé une autre, puis on l'a fait livrer à notre prochain point de ravitaillement. Comme ça, quand on est arrivé là-bas, j'ai pu, moi aussi, en avoir une. Fait qu'on était vraiment contents d'avoir ça. Comme Benoît le dit, sur une très, très longue expédition, avoir une pagaie vraiment légère, c'est un must. Fait que voilà l'histoire. sinon, pour mon coup de cœur, ben Magali en a parlé pendant la présentation. Ça a vraiment été la rivière aux Français, la French River. Ça a été un des plus beaux cours d'eau, même si on le remontait, ça a été un des endroits que j'ai trouvé le plus beau. C'était vraiment des labyrinthes, le delta de la rivière aux Français qui arrive dans la baie Georgienne. C'est majestueux, mais c'est impressionnant. Tu as l'impression d'arriver dans une mer. Puis on était supposé la faire tout en famille, en fait. La raison pourquoi je suis allé seul avec les garçons 2-3 ans après notre retour, c'est parce que Magali, elle s'était cassé le bras genre 2 jours avant qu'on parte, quelque chose comme ça. Puis elle ne pouvait même pas se faire mettre un plâtre, fait que là, ça devenait un peu risqué. Fait que j'étais finalement allé avec les garçons puis d'autres de nos amis. Mais j'y retournerai là, n'importe quand à Rivière-aux-Français. C'est une rivière tu peux même la faire sans faire une navette. Fait que logistiquement, c'est assez simple. Tu peux te faire une loupe parce qu'elle se remonte vraiment facilement. Là. C'est pas une rivière de rapide. Tu ne vas pas là pour faire de la descente de rivière en tant que telle. C'est vraiment plus pour le paysage, pour les sites de campement dans des forêts de pins, des très, très, très beaux paysages. Sinon, le côté défi que j'ai trouvé le plus moi, pendant l'expédition, outre les défis physiques puis logistiques, c'était je jouais plusieurs rôles à l'intérieur de l'expédition. J'étais un peu comme le chef, le guide en termes de la cartographie. Mais j'étais aussi un père de famille, puis j'étais aussi un conjoint. Puis de concilier tous ces rôles-là, ils n'étaient pas tout le temps compatibles. Des fois,
le gars qui gère la logistique, il fallait qu'il prenne des décisions, mais qui ne faisait pas le bonheur du reste de la famille. Fait que là, le père de famille ou le conjoint, ben, il ne faisait pas une bonne job. Fait que ça a été ça qui a été le plus difficile à concilier. Oui, Luc, il veut dire quelque chose. Je t'aime, maman. Ah, t'as-tu entendu? Il a dit « Je t'aime, maman ». Mais Oui. pour moi, non, fait que ce défi-là que tu parles, Benoît, je trouve que c'est le défi qui nous a fait grandir le plus aussi parce que je trouve que dans la vie de tous les jours, on peut se défiler facilement de nos problèmes. Ça ne me tente pas, je ne vais pas là, blablabla. Mais dans une expédition de canot, tu n'as pas le choix, tu ne peux pas te défier facilement. Fait que je trouve que tu te retrouves face à toi-même, face à tes difficultés, que dans la vie de tous les jours, on n'est peut-être pas toujours habitué à faire face. Puis ça, c'est un challenge en soi, comme dit Benoît, mais ça te fait beaucoup grandir, je trouve. Puis moi, sur le coup, quand il y avait des difficultés comme ça, j'avais définitivement pas l'air de la fille qui avait du fun, là, vraiment pas. Mais après coup, c'est un très bon apprentissage, par contre. Très bon. Oui, c'est ça. C'est beaucoup l'aspect psychologique et social en XP là, qui devient rapidement important. Merci beaucoup pour les partages. Je ne sais pas s'il y a d'autres gens qui sont à l'écoute, qui auraient des questions ou des commentaires. Soyez bien à l'aise. Je me demandais, Benoît, j'ai vu que tu as écrit plus haut qu'il y avait possibilité de partager le documentaire. Ben, la version qu'on a, là, qu'on a le mot de passe sur Vimeo, si tu veux le partager avec les gens du club, il n'y a aucun problème, vous serez satisfait. Moi, je n'y retoucherai plus. Là. J'ai donné cette vidéo-là. D'après moi, ça va être la version qui va vivre à posteriori. Fait que ça ne me dérange pas. Je le diffuserai jamais comme at large, mais c'est pour des groupes comme le Club Radisson, si tu veux le partager. Partager ça. On a une question. Qu'avez-vous fait avec vos emplois le temps que vous étiez partis? Bien, c'est ça. Tu sais, je disais de ne pas attendre de vous créer une ouverture. Nous, on a eu cette chance-là. Dans le sens qu'on était en Alberta pour les études de Benoît pour son doctorat. Moi, je travaillais chez Mountain Equipment Co-op là-bas. Puis, on savait qu'à la fin du doctorat de Benoît, on retournerait vivre au Québec. C'était déjà planifié. Mais je n'avais pas de job vraiment au Québec. Benoît savait qu'elle allait probablement commencer un postdoc, mais encore là, il n'y avait pas de date précise. Donc, on avait cette ouverture-là dans le temps devant nous qu'on pouvait prendre. Donc, Benoît a terminé son doctorat, puis on est parti quelques jours après la fin de son doctorat. Moi, j'avais donné ma démission. Donc, tous nos biens aussi qu'on avait là-bas, on a vendu beaucoup de choses. On avait, entre-temps, on s'était acheté une nouvelle voiture vu que l'autre est morte. Benoît, 2 semaines, je pense, avant qu'on revienne au Québec, on a rempli la voiture de toutes les choses qu'on voulait ramener au Québec. Il a conduit la voiture jusqu'à Montréal, l'a laissée chez mes parents, a pris l'avion et est revenu à Edmonton. Puis tout ce qui restait dans la maison, on l'a vendu. Puis après ça, on est parti. Puis tout ce qu'on avait, c'est ce qu'on avait dans le canot avec nous. Donc, on n'avait plus de job. Plus d'études, plus rien. On s'en allait à Montréal, puis that's it. Ah oui, on a une question aussi, je vois, sur les approvisionnements. Oui, ça, on s'est vraiment croisé les doigts. Tu sais, comme je disais, on s'était pacté la nourriture qu'on avait besoin. On avait calculé qu'entre chaque ravitaillement, ça prendrait à peu près tant de temps. On mettait de la nourriture, puis souvent, on rajoutait 2, 3, 4 jours de nourriture au cas que. Puis la veille de notre départ, on a envoyé par la poste nos boîtes à nos points de ravitaillement. Les points de ravitaillement, c'était des gens qu'on avait trouvés sur nos réseaux sociaux. Fait qu'il y en avait beaucoup qu'on ne connaissait pas. Fait qu'on a envoyé les boîtes, puis comme je dis, on se croisait les doigts que les boîtes arrivaient. On a été super chanceux, toutes les boîtes sont arrivées. Fait, je veux dire, notre premier ravitaillement s'est fait après 10 jours. Donc, ça a été en masse pour que les boîtes arrivent, puis les autres, bien, encore plus. Fait que c'était vraiment le fun d'arriver, puis que là, nos boîtes étaient là. Les gens qui avaient nos boîtes étaient toujours super contents de nous la donner. Puis là, bien, on retrouvait notre épicerie, notre bouffe. Puis on avait en plus, on s'était fait une liste d'épiceries de trucs frais qu'on voulait acheter à l'épicerie. Parce que, bon, c'est bien beau manger du déshydraté, mais des fois, ça manquait un petit peu de fresh. Fait que l'épicerie était déjà faite. On avait déjà une liste de ce qu'on voulait acheter de frais comme ça. C'était un no-brainer, c'était facile. Plus, ben, on avait nos cartes pour la prochaine section à venir aussi. Fait que le ravitaillement,
C'était un gros défi là, logistique, mais on a bien fait. Oui, la plus grosse navette de notre vie. Oui, effectivement. Hey, ça a coûté combien au total? Je ne sais comme plus, Benoît, combien ça a coûté. C'est drôle parce que quand un de nos commanditaires, c'était le service de garde au Mali, là, qui s'appelait. Le service de garde au Mali à l'école. Puis moi, j'étais sur le conseil d'administration du service de garde. Puis quand je leur ai annoncé que je repartais en canot au Québec, ils étaient comme « Oh, t'as pas les moyens de prendre l'avion. » Et je dis « Ben, non, ça n'a pas d'allure. On va se cotiser puis on va vous acheter des billets d'avion. » Là, je dis « Ben là, j'apprécie que vous vouliez m'aider, mais ça va me coûter pas mal plus cher à retourner en canot pendant 5 mois que si je prenais l'avion avec ma famille. » Fait qu'au total, si on compte tout l'équipement qu'on a dû acheter, toute la nourriture, parce que c'est sûr que dans le budget total, tu as quand même la nourriture, tu avais quand même des aspects logistiques aussi, mais tu sais, je pense que c'était pas loin de 18 000 comme budget total. De ça, on a été chercher avec nos commandites. Même si on a de l'air d'avoir beaucoup de commanditaires, c'était beaucoup des petites commandites. Fait que, on a peut-être été chercher à peu près l'équivalent de 9 000 en bourse et commandites. Donc, on a réussi à financer la moitié du voyage, mais c'est quand même un investissement là, substantiel. C'est aussi un des moments de notre vie où est-ce qu'on n'a pas eu à payer de loyer, parce qu'on était sans domicile fixe, littéralement. On n'avait plus de loyer à Edmonton, on n'avait pas de logement à Montréal encore. En fait, le logement où est-ce qu'on s'est établi, quand on est arrivé, on l'a trouvé, on était encore en expédition. On a commencé à faire des téléphones pour Gatineau. Magali avait trouvé une coopérative d'habitation, puis on les a contactés. On a dit on ne peut pas venir vous voir tout de suite. On arrive à Montréal dans à peu près 10 jours en canot, puis après ça, on pourrait venir vous voir. Fait que ça l'aide définitivement quand tu n'as pas de loyer à payer. Puis l'auto, on l'avait. L'auto était neuve, mais on l'avait remisée comme ça. Ça nous coûtait moins cher de plaques. Ça ne coûtait pas de plaques. Mais ouais, tout ça nous a aidés financièrement. Mais encore là, le fait aussi qu'on s'y ait pris 1 an et demi d'avance, ça l'a aidé à gérer le budget parce que ce n'est pas de l'argent qu'on a eu à cracher d'un coup comme ça aussi. Là, mais je pense que c'est un budget qui est décent pour la grosseur d'expédition. Puis je veux dire, on était très, très bien équipés. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on avait des panneaux solaires. Nos panneaux solaires rechargeaient tous nos appareils. Je veux dire, on avait nos 2 téléphones cellulaires, on avait un iPad, on avait le InReach. Ça chargeait tout. La seule chose qui fonctionnait à batterie, c'était le GPS. Puis le GPS, il a fini par mourir. fait que les panneaux solaires ont fait là, un super travail. Puis j'étais bien contente parce qu'il y avait une autre équipe qui faisait justement la même expédition dans le sens inverse. Eux, tout fonctionnait à batterie. Puis laissez-moi vous dire, une expédition de 6 mois, tu en passes des batteries sur un moyen temps. Là. Fait que ça a été là, un super équipement à avoir. D'autres questions, commentaires, insultes? Je ne sais jamais. Je dis insulte parce que quand on a commencé à faire la promotion d'expédition, il y a le Edmonton Journal qui avait fait, je ne sais pas si c'était le Edmonton Journal ou un autre journal quelconque, qui a fait un article sur notre expédition, puis ça a été publié en ligne. Et il y a eu des commentaires de gens ou d'une personne particulièrement qui nous a critiqué de mettre la vie de notre enfant en danger en allant faire une expédition comme ça. Il y en a comme ça, c'est ça, qu'on s'est fait pointer du doigt comme étant des mauvais parents. Fait qu'on voit de tout. Oui, c'est ça. Puis je pense que ça, c'est tous les gens qui s'exposent sur les médias sociaux. Il va toujours avoir des trolls, il va toujours avoir du monde qui vont juste chialer, vous envoyer de la merde. Puis au début, ça venait nous chercher. Nous autres, pour nous, c'était un gros projet. Puis à un moment donné, on a appris à juste se détacher un peu, de prendre les commentaires gentils du monde parce qu'il y en avait tellement aussi. Puis ceux qui étaient innocents ou déplacés, on faisait juste, on les ignorait, on les supprimait. Puis parce que sinon, il y en a tout le temps. Malheureusement, de nos jours, sur Internet, là, il y a de toutes sortes de personnes. Hey, il y a une question de Judith là, qui dit « Avez-vous eu de la couverture dans la région de l'Outaouais dans les médias? » En fait, on a eu Radio-Canada qui nous ont suivis du début à la fin. Je ne me rappelle pas c'était au combien de temps, peut-être aux 2-3 semaines, on faisait une entrevue avec Radio-Canada.
Je sais qu'on l'a fait avec Catherine Perrin, puis je sais que Pellerin, c'est une émission qui est au niveau national. Sinon, Radio-Canada, beaucoup. Puis quand on est arrivé à Montréal, ben là, on en a eu plusieurs. Il y a eu Radio-Canada, il y a eu TVA, il y a eu CTV, il y a eu la BBC, il y en a eu plusieurs. Mais comme je le disais au début, le gros de la promotion s'est fait dans l'Ouest canadien, donc beaucoup là-bas. Le Edmonton Journal nous a suivis tout le long, mais le Edmonton Journal appartient aussi à la Gazette à Montréal. Donc, à un moment donné, c'est comme la Gazette qui a pris la relève à la fin aussi. Mais ouais, majoritairement dans l'Outaouais, c'était Radio-Can. Ouais. Alors, le modèle du panneau solaire, c'est Goal Zero. Je sais que Mec-le-Vent, en tout cas, nous, on est extrêmement satisfaits. C'est des très, très bons produits. Je veux dire, comme on le voit sur la photo, là, le panneau solaire était ouvert sur le deck à tous les jours. La batterie est à peu près grosse comme ça. Panneau solaire connecté directement sur la batterie. Puis après ça, on utilisait la batterie pour charger nos appareils. On n'a jamais eu de problème tout le long de l'expé. Ça a été A1 comme produit. Dans le fond, la batterie, elle, était dans un sac au sec caché en dessous de la jupette. C'était aussi un modèle qui avait en anglais, je pense, c'est un inverter que ça s'appelle. C'est quelque chose qui convertit ton courant pour que ça ne soit pas juste rechargeable par USB, mais il y avait une prise de courant aussi parce qu'on avait notre grosse caméra qui ne pouvait pas se recharger par USB. Il fallait un chargeur à batterie qui se branchait dans le mur. Donc, on avait une batterie qui permettait même de brancher des appareils directement là, comme si c'était une prise de courant. Puis le panneau solaire, c'était pas le plus gros des panneaux solaires. Par la fin, les années après l'expédition, il y a eu la vie rough un peu. Là. Il n'a pas été chouchouné tant que ça. Puis dans les années subséquentes, la batterie, on a commencé à avoir des problèmes avec. Ça a une durée de vie quand même, là, ces batteries-là. Mais pour l'investissement qu'on avait besoin, nous autres, ça a été vraiment... Je pense qu'on l'a utilisé plus que ce que monsieur, madame, tout le monde le ferait. Là. Je veux dire, ça a fonctionné pendant 140